L'idée sur laquelle le nazisme serait une aberration, une excroissance, ou quelque chose de radicalement étranger à ce que nous sommes, c'est un mythe, c'est-à-dire c'est une fable nécessaire, hein, c'est une fable qui aide à vivre, c'est une affabulation, c'est un discours arrangé, comme il y a du rhum arrangé, si vous voulez. Il n'y a pas eu de dénazification à l'Ouest. Voilà. Je crois qu'on peut s'accorder là-dessus maintenant. C'est très intéressant de constater que les partis libéraux en Europe de l'Ouest, à commencer par le parti libéral allemand, le FDP, sont des machines à recycler les anciens nazis, ou les anciens collabos en France. L'armée française, via la Légion étrangère, recrute des milliers de Waffen-SS. Nuremberg, c'est beau, c'est bien, et comment dire, d'un point de vue normatif, ça a été également le lieu d'une élaboration importante, hein, de la définition de nouveaux crimes, le tout étant passé ensuite dans la Charte des Nations Unies. Mais on a jugé et tué des gens qui, littéralement, ne servaient à rien. C'est des 28e couteaux qu'on va juger. On ne va jamais juger Werner von Braun. Hein. Pourtant, il a fait peut-être un petit peu plus de mal que certains anthropologues qui déliraient dans leur coin sur le caractère germanique des hindous des hauts plateaux. Hein. Le terme d'antisémitisme et son usage est très coupable, si vous voulez, hein, parce que ça a été tellement dévalué et démonétisé par un usage surabondant, quotidien, que maintenant, les vainqueurs de tout ça, de toute cette séquence, sont les vrais antisémites. Hein. Pour le coup, pour avoir un petit peu travaillé quand même sur l'antisémitisme, moi j'ai tendance à pas du tout plaisanter avec ça, et à utiliser les mots, bon, c'est censé être aussi une vertu d'historien, hein, avec circonspection. Et quand j'entends la manière dont c'est jeté comme ça au caniveau tous les jours, pour n'importe quoi, je me dis que ceux qui en font cet usage portent une responsabilité terrible, terrible. Johan Chapoutot, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Alors avant de commencer, je rappelle brièvement à nos auditeurs que nous avons réalisé une première masterclass sur l'histoire de l'Ukraine avec le journaliste Pierre Laurin. Vous pouvez la commander sur notre site internet en cliquant directement sur le lien qui est en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail. Voilà, alors maintenant, Johan Chapoutot, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Je suis historien, universitaire, je suis professeur à Sorbonne Université depuis quelques années maintenant. J'ai travaillé sur l'histoire de l'Allemagne contemporaine, essentiellement sur le nazisme et sa position dans notre culture et dans notre temps et dans notre lieu. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans le nazisme? Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet? Plusieurs choses. Alors déjà, c'est un sujet majuscule, si vous voulez. Pour quiconque s'intéresse à l'histoire, il y en a plusieurs comme ça. Pas très original de fait comme choix. Hein. Vous avez la Révolution française, vous avez des périodes de l'histoire grecque et romaine, vous avez la monarchie absolue. Bref, ça fait partie de ce qu'on appelait jadis les grandes questions d'histoire et qui intéressent toujours le public. Et on fait partie du public. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que j'ai découvert l'Allemagne assez jeune, en fait, quand j'étais au collège. Et j'ai visité des lieux un peu coadjacents, si vous voulez. Je me souviens de cette proximité topographique assez surprenante entre la maison de Goethe et de Schiller au centre de Weimar et le camp de Buchenwald à 8 km. C'est un voyage en Thuringe quand j'étais au collège. C'était assez marquant parce que il y avait cette expérience-là à Weimar et puis de manière plus générale, la veille, on avait visité le château de la Wartburg où Luther avait traduit la Bible, on avait visité la maison de Jean-Sébastien Bach. Voilà, donc très tôt, je pense que je me suis interrogé sur ce mystère, hein, dont d'autres ont bien mieux parlé que moi, hein, qu'ils soient écrivains ou philosophes. Ce mystère de
cette interrogation vertigineuse de la proximité du centre-ville de Weimar et de Buchenwald. Ensuite, les choses s'expliquent lorsqu'on voit ça d'un petit peu plus près, donc je suis allé voir de plus près. Et par ailleurs, dernier élément qui est important, j'ai grandi dans le sud-est de la France, qui fait l'objet depuis d'études politologiques assez poussées. Je pense notamment au dernier livre de Félicien Faury sur l'électorat FN dans cette région, FN-RN. Et de fait, j'ai grandi au milieu d'électeurs du FN dans les années 80-90. Et je me suis interrogé très tôt, parce que j'avais d'autres sons de cloche, j'avais d'autres échos à l'école et dans ma famille également. Et je me suis très tôt interrogé sur ces phénomènes de radicalité politique et de haine, parce que j'ai vu la haine en fait. J'ai vu la haine. C'est-à-dire dans des meetings de l'extrême Non, droite dans des discussions qu'on pouvait avoir avec des proches. J'ai vu ce que c'était que la haine, et ça m'a interrogé très tôt, pour le coup, très tôt, très jeune. Et ça s'est peut-être ensuite conjugué avec une expérience curieuse que j'ai faite de violence de masse ensuite, de violence extrême, puisqu'il se trouve que par hasard, j'étais à New York le 11 septembre 2001. Ah oui, d'accord, effectivement, c'est... Alors c'est pas moi, mais en tout cas, j'ai vu certaines choses et j'ai été un petit peu saisi, comme plein de gens devant leur poste de télévision, sauf que moi, j'étais pour le coup pas devant la télé. Donc vous avez vu vraiment... J'ai vu le troisième tomber, World Trade Center 9, qui est tombé à 15h. J'étais pas très loin, mais 55 étages quand même. Et puis j'ai vu ce que c'était qu'un pays qui basculait dans la guerre, en fait. J'ai vu ce que c'était qu'une ville qui était gelée, alors qu'elle n'est que, elle n'est que mouvement et bruit en permanence. J'ai vu ce que c'était que d'être gelé par la violence extrême, un silence total, qui était strié uniquement par les hurlements de sirènes ou par le vrombissement des jets, des chasseurs de l'armée américaine qui sillonnaient le ciel. Et c'est après ça, après 2001, que j'ai commencé à m'intéresser à un phénomène de violence de masse au cœur de l'Europe. Alors effectivement, le nazisme est souvent présenté comme une parenthèse un peu monstrueuse au sein de notre modernité. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas finalement? Est-ce que les nazis n'ont pas au fond poussé à bout des germes qui étaient déjà en puissance dans notre modernité? Alors, l'idée sur laquelle le nazisme serait une aberration, une excroissance ou quelque chose de radicalement étranger à ce que nous sommes, c'est un mythe, c'est-à-dire c'est une fable nécessaire. C'est une fable qui aide à vivre. C'est une affabulation, c'est ce discours arrangé, comme il y a du rhum arrangé, si vous voulez, assez mensonger. Mais ça a été utile, tout simplement pour se soutenir soi-même en tant qu'Européen et en tant qu'Occidental, pour se tenir dans le temps, si vous voulez. Après 1945, il était inenvisageable, après 1945, de se dire que c'est-à-dire les pays qui avaient vaincu le Troisième Reich, avaient quoi que ce soit à voir avec l'horreur, enfin ce vertige de violence et d'horreur qui s'est abattu sur le continent pendant au moins 4 ans, 5 ans, 6 ans, et peut-être 12 ans si on remonte à 1933, et peut-être plus si on va chercher une archéologie un petit peu plus profonde. Mais donc voilà, il s'agissait de tracer une ligne hermétique très claire pour développer un autre récit, comme on dit désormais, qui était le récit de la victoire, de la démocratie, du bien sur le mal, la barbarie, etc. Ce qui a aidé l'Europe à se reconstruire. Sauf que l'Europe, ça restait quand même une matrice coloniale, après 1945. Ça restait quand même des pays où vous aviez des manuels de raciologie, qui étaient, le que sais-je, sur les races humaines, a été réédité jusque dans les années 80. Et lorsqu'on regarde des manuels scolaires français des années 60, début des années 60, vous avez le passage obligatoire dans les manuels de géographie sur les races humaines, leurs caractéristiques physiques, mais aussi psychiques, l'indolence des uns, la chafouinerie des autres, etc. Et donc, voilà, voyant un petit peu cela, il est assez aisé, au fond,
de resituer le phénomène nazi dans un contexte, une matrice ou plusieurs matrices européennes et occidentales, celle du colonialisme, très clairement, colonialisme qui est nourri par le racisme et le darwinisme social, celle du capitalisme, liée évidemment au précédent, et celle également de tous les ismes, si vous voulez, qui sont constitutifs du nazisme, le nationalisme, l'impérialisme, l'antisémitisme également, qui ne sont pas des inventions allemandes. Hein. Aucun de ces phénomènes-là n'est une invention ni nazie ni allemande. C'est vraiment quelque chose qui fait partie d'un bain culturel commun européen et au-delà occidental, puisque il y a cette extrême Europe qui est en jeu aussi, hein, que sont les États-Unis d'Amérique et puis l'Amérique du Nord en général, ainsi que les extrêmes impériaux de l'Empire britannique, hein, jusqu'en Australie, jusqu'en Afrique du Sud, etc. Donc, oui, effectivement, si vous voulez, au tout début, lorsque j'ai commencé à étudier la question, comme je ne suis pas plus malin qu'un autre, je travaillais avec l'idée qu'on avait affaire à quelque chose d'exorbitant, quelque chose d'aberrant, pour me rendre compte de plus en plus que tant dans le corpus d'idées et de discours qui sont constitutifs du nazisme, on avait affaire à quelque chose qui était nous, en fait. Voilà. Et comme l'eugénisme, par exemple, c'est un bon exemple, je pense, qui était plus ou moins inventé dans les pays anglo-saxons, qui a été très développé aux États-Unis, notamment au début du XXe siècle, puis qui se retrouve chez les nazis, mais qui finalement a une continuité, quoi. Oui, alors, de fait, effectivement, il y a une pointe avancée de l'eugénisme aux États-Unis et d'un eugénisme qui se veut politique d'ailleurs, hein, qui se veut structurant dans la configuration ethnico-raciale, biologique des États-Unis, puisque aux États-Unis vous avez une population très diversifiée, vous avez déjà un phénomène obsidional, hein, de crainte de la submersion ou du grand remplacement, comme on dit aujourd'hui, par les Blancs, évidemment dans le contexte. Ça va de soi de l'esclavage et puis de la ségrégation, mais également dans le contexte d'une très forte immigration qui touche les États-Unis, à partir de l'Europe d'ailleurs, hein, au XIXe siècle. Et vous avez des gens qui défendent cette idée d'eugénisme, c'est-à-dire d'amélioration supposée, artificielle du potentiel biologique d'un peuple. Vous avez un écrivain célèbre, hein, qui s'appelle Madison Grant, par exemple, hein, qui, en 1916, publie un livre qui s'appelle The Passing of the Great Race, hein, c'est-à-dire la périssabilité de la grande race, qui a été un élément important du corpus nazi, de la même manière que les nazis ont butiné, alors ils ont butiné chez les Américains, comme on peut le voir, chez les Britanniques, avec le darwinisme social, c'est-à-dire le spencerisme, si vous voulez. Ils ont butiné également chez les Français, avec alors, un peu Gobineau, mais surtout Vachet de la Pouge, qui est vraiment le grand théoricien du darwinisme social et également du racisme zootechnique, hein, c'est-à-dire de l'amélioration eugénique de la race, comme il disait. Donc tout cela, on voit ces exemples, on pourrait les multiplier pour tous les autres items, hein, qu'on avait évoqués. On a affaire à une culture commune dont les nazis se sont saisis et dont ils sont l'expression, mais dont ils ne sont que l'expression, en tout cas du point de vue intellectuel et discursif. Et qu'ils ont peut-être poussé à bout dans sa logique, c'est-à-dire en allant jusqu'à faire des camps de la mort pour exterminer les populations différentes, quoi. Ce qu'ils n'avaient pas fait encore peut-être, ou n'avaient pas été jusque-là, les États-Unis ou les... Oui. Bon, alors, théoriquement, l'idée selon laquelle il faudrait peut-être se débarrasser d'une partie non négligeable de la population, elle est déjà formulée avant les nazis. Par contre, effectivement, ce qui est très singulier dans le phénomène nazi, c'est que autant le texte est assez banal, assez commun, même si il est poussé à incandescence par l'hyperbole, par la violence, la radicalité, la brutalité du discours. Mais le texte, pour parler de manière générique, est assez commun, assez banal. Par contre, ce texte-là, qui est un texte européen occidental assez général,
que même des républicains socialistes français peuvent défendre, hein, pour certaines. J'aime bien l'exemple d'Édouard Herriot, cité par ma collègue Isabelle von Bulsing-Sloven, qui est historienne de la médecine à Lyon, et qui montrait dans un livre remarquable qui s'appelle L'hécatombe des fous, hein, sur la manière dont on a laissé mourir dans les asiles psychiatriques sous Vichy. Elle montre qu'en 1937, un conseiller général du Rhône expliquait que pour faire des économies budgétaires, il fallait réduire les portions dans les asiles, d'une part pour économiser de l'argent, mais aussi parce que, au fond, ça allait peut-être précipiter le départ de cette terre de population qui n'avait pas vocation forcément à être entretenue ad vitam. Et ce conseiller général, c'était Édouard Herriot, ancien président du Conseil, ancien ministre, normalien, agrégé de lettres, docteur ès lettres. Un homme bien sous tout rapport. Oui, quelqu'un qui a été biographé par Serge Weinstein sous le titre « La République en personne ». Voilà. C'est pour vous dire que ça va loin quand même, ces idées-là. Et donc le texte est banal, mais par contre, il précipite en Allemagne, au sens chimique, hein, il précipite dans un contexte tout à fait singulier, qui est multiple, hein, qui est feuilleté, si vous voulez. Celui que l'on connaît, nous, parce qu'on nous l'enseigne à l'école, c'est la défaite de la Première Guerre mondiale, défaite d'ailleurs non acceptée par les Allemands. Hein. C'est le traité de Versailles et le ressentiment que ça a suscité. Ce sont aussi tous les chocs exogènes violents auxquels les Allemands ont été soumis. Alors l'hyperinflation, la grande crise, enfin la grande dépression à partir de 1929. Mais en amont de ça, vous avez quantité de contextes qui explique la précipitation de ce texte-là, qui devient, dans la bouche des nazis, et grâce à leur force de frappe militante, médiatique, qui devient à la fois une herméneutique générale du réel. Ça explique tout. La race, la lutte des races, explique toute l'histoire de l'Allemagne depuis l'Antiquité la plus reculée. Non seulement une herméneutique générale, mais ce qui est déjà très bien, parce que ça vous permet de comprendre, de savoir, et de spécifier, de qualifier, de savoir où vous en êtes dans le temps, c'est important. Mais au-delà de ça, c'est également un compendium, si vous voulez, de recettes ou de moyens et de voies et moyens pour se sortir de là. Et d'ailleurs, de manière assez révélatrice, les nazis ne cessent de dire que l'histoire est une vallée de larmes. Ça s'explique par l'histoire de la race, qui est malheureuse. La race germanique étant victime, bien entendu, toujours, hein, à l'extrême droite. Mais on peut s'en sortir si on sort de l'histoire. Donc ça, c'est la dimension proprement eschatologique, millénariste. Hein. Les nazis parlaient de Reich de Milan, c'est pas pour rien, du nazisme, mais c'est très puissant et ça a été un facteur d'adhésion et de mobilisation affective, émotionnelle, politique, très, très puissant. Puis alors, pour parler vraiment des débuts du nazisme, on parle beaucoup, c'est en tout cas des thématiques qui ressortent alors du financement, on va y venir, mais peut-être avant, de la société Thulé par exemple, et puis aussi des idées du mouvement völkisch et des développements des idées nazies sur le passé de l'Allemagne en lien à vous avez parlé de millénarisme. Finalement, comment ce contexte-là, avec la société de Thulé, le mouvement völkisch, comment ça s'est cristallisé finalement dans l'idéologie nazie? Alors, il faut revenir là pour le coup au contexte de la fin de la Première Guerre mondiale et de cette défaite qui surprend les Allemands puisque ils étaient habitués à s'entendre claironner au tympan tous les matins des communiqués de victoire. Bref, la population allemande n'était pas préparée à perdre, d'autant moins que lorsqu'on regarde la carte, si vous voulez, des lignes de combat, les Allemands sont à 200 km au moins en territoire français, si vous voulez. Donc, difficile de se dire qu'on a perdu lorsqu'on est dans la banlieue de Reims. Bon. Mais de fait, l'armée allemande était un point de rupture tel qu'il fallait vraiment arrêter. Donc ça, c'est une défaite qui n'est pas comprise et qui, par ailleurs, suscite un désarroi à la fois politique, intellectuel, on ne comprend pas, mais aussi un désarroi d'ordre religieux, au fond, hein, puisque l'Allemagne, à ce moment-là, est en déprise religieuse, hein, comme à peu près tout le monde en Occident. Et dans ce contexte-là, il est très difficile de faire le deuil de ce qui s'est passé. Lorsque vous n'avez plus personne au nom de qui faire le deuil,
et que vous avez à encaisser 2 500 000 morts, si on compte les morts au combat et les morts civiles, très difficile. Hein. Faire le deuil pour la patrie, la patrie n'existe plus puisque le Reich est quand même sévèrement entaillé hein, par le traité de Versailles, les plus de colonies, etc. Au nom du Kaiser, les partis sont laissés d'adresse, et au nom de Dieu, il a tendance à être un petit peu évanescent, de plus en plus nébuleux. Et dans ce contexte-là, vous avez des formes de mobilisation qui séduisent des contemporains réellement égarés. Hein. D'autant plus qu'avant même la Première Guerre mondiale, il y a un phénomène d'hypermodernisation très rapide en Allemagne qui a déjà dépaysé, au sens littéral, hein, les contemporains qui ne reconnaissaient pas leur pays, si vous voulez, qui mutaient à une vitesse telle que les gens en étaient égarés. Et dans ce contexte, dans ces contextes-là, vous voyez, qui rentrent en synergie, qui s'accumulent, hein, qui se feuillettent, vous avez la grande lueur à l'Est, puisqu'on était en 1918-19, la révolution bolchevique, c'était avant-hier. C'était l'automne 1917. Donc il y a cette option-là, et certains s'en saisissent. Vous avez quand même une république soviétique qui s'installe en Bavière. Donc l'Allemagne est vraiment un lieu de fermentation assez fervente, si vous voulez, de l'idée communiste à cette époque-là. Et contre ça, puisque le communisme est identifié comme le mal absolu par beaucoup, conservateurs, réactionnaires, nationalistes, etc., vous avez un mouvement qui se met en place qui vise à capter, si vous voulez, ceux qui seraient tentés par la solution internationaliste, la solution communiste, pour les remettre dans le droit chemin du nationalisme. C'est pour ça que on voit apparaître des mouvements qui se prétendent, qui sont nationaux, et nationalistes, et qui se prétendent socialistes, dont le Parti national-socialiste qui va émerger entre 1919 et 1920. Et qui d'ailleurs est là, virulemment nationaliste, et qui propose un vernis social à titre de leurre pour attirer vers lui, mais c'est formulé comme tel, hein, c'est d'ailleurs pour ça que c'est financé par la bourgeoisie à l'époque, pour capter des masses qui seraient tentées par le communisme internationaliste et les mettre au service de la cause nationale. C'est très intéressant de voir ça, et ces mouvements-là, alors, ne sont pas du tout de gauche, hein, au contraire, ils le disent eux-mêmes, ils sont völkisch, comme vous l'avez dit. Völkisch, c'est un terme intéressant qui vient de das Volk en allemand, le peuple, mais le peuple conçu au sens ethnique, au sens ethnico-biologique. Les Völkisch sont des ethno-nationalistes, des gens qui définissent la nation, non pas au sens de la Révolution française, définition par contrat, par le droit, mais au contraire non pas par la liberté donc, hein, d'adhérer, mais par la nécessité. Nécessité biologique, le fait que vous soyez né ceci ou cela, et que vous n'ayez pas le choix de devenir ceci ou cela. Hein, c'est une nécessité naturelle qui s'impose à vous et qui s'impose aux autres. Donc ces ethno-nationalistes, on le voit bien, ils sont aux antipodes, si vous voulez, de ce qu'est la gauche. Hein. Ils sont déterministes, ils sont nationalistes, bien. Et ce mouvement-là s'incarne en partie dans le jeune parti nazi. Et c'est ce jeune parti nazi qui, au cours des années 20, et singulièrement à la fin des années 20, va s'imposer comme étant la force dominante de ce courant de l'extrême droite allemande. Et parallèlement à ça, vous avez un petit bassin de recrutement de militants, de cadres du parti nazi au début des années 20, qui sont effectivement les sociétés un peu ésotériques que vous avez citées, la société de Thulé notamment, dont sont issus certains, ou qu'ont fréquenté certains, je pense à Alfred Rosenberg, un peu Rudolf Hess, etc. Ça suscite pas mal de fantasmes d'ailleurs, oui, mais alors, sur les origines un peu ésotérisantes. Oui, c'est effectivement fantasmatique, dans la mesure où, déjà c'est un petit filet d'eau hein, dans la structuration du courant nazi, et par ailleurs, ça fait rire Hitler lui-même, si vous voulez, qui lui n'est pas du tout issu de ça. D'une part, et qui d'autre part, considère qu'on a affaire à
des idiots utiles, mais dont le verbiage n'a rigoureusement aucun intérêt. Il se moque d'ailleurs très durement, hein, sans même parler des ésotériques, des germanomanes, par exemple, de ceux qui veulent revenir au culte de Wotan, pourquoi pas, après tout, hein. On voit des phénomènes comme ça actuellement, mais il s'en moque considérablement, en estimant que le nazisme, c'est de la science. Hein. Il le dit à plusieurs reprises, Rudolf Hess le dit également aussi, le nazisme, c'est de la biologie appliquée, attention, hein. C'est pas des fantasmagories d'illuminés qui vont ululer sur les tombes des ancêtres au clair de lune, hein. C'est pas du tout ça. Donc, en fait, ça suscite aujourd'hui un intérêt médiatico-éditorial assez navrant, je trouve, parce que c'est pas sérieux, hein. C'est vraiment infinitésimal, et surtout, c'était pas pris au sérieux par les principaux nazis eux-mêmes. Peut-être ce qui alimente ces idées, c'est de voir à quel point il y a une mécanique aussi formelle, c'est-à-dire avec la swastika, avec plein de techniques de manipulation, en fait, oui, qui semblent tout d'un coup comme ça, très structurées pour influencer les masses. Oui. Et qu'on se dit, ça doit venir d'une réflexion... c'est moins de l'ésotérisme que du marketing, en l'occurrence. Hein. Les nazis, quand on pense à des gens comme Hitler, comme Goebbels, sont pas du tout issus d'une tradition ésotérique, mais plutôt de l'analyse froide, méticuleuse assez, hein, chez Goebbels en tout cas, de ce que c'est qu'une société moderne, régie par la consommation, par l'incitation à la consommation, et par les techniques modernes d'infléchissement ou d'orientation des idées ou de l'opinion publique. C'est pour ça que Goebbels se lit avec beaucoup d'attention, il le dit, hein, le neveu de Freud, Edward Bernays, qui était un petit génie, si vous voulez, de la com et de la pub aux États-Unis, hein, qui avait vendu des armes avant de vendre des dentifrices, hein, littéralement, hein, puisqu'il travaille pour le gouvernement américain pour vendre la Première Guerre mondiale, avant de travailler pour Colgate, puis ensuite il va travailler pour tous les affreux, si vous voulez, l'industrie du tabac, l'automobile, enfin, l'horreur. Et Edward Bernays avait fait un petit traité de manipulation, hein, tout simplement, de techniques de manipulation, qui a été réédité récemment par les éditions de la Découverte et Zone, et qui a été lu et annoté très scrupuleusement par Goebbels. Et d'ailleurs, on voit la structuration du mouvement nazi. On voit bien que le mouvement est organisé en segments sociétaux. Et vous avez des organisations qui visent tel segment de la société. Vous avez donc les professeurs, les avocats, les cheminots, etc., les philatélistes, les collectionneurs de drosophiles. Hein, chacun a son association avec sa structuration, avec son message, avec ses publications, avec ses cercles de sociabilité, parce qu'il s'agit véritablement de découper en tranches la société pour pouvoir à chaque fois imaginer le message le plus adéquat à tel segment. C'est redoutable et ça marche. Ça marche très bien et c'est porté ensuite par l'utilisation massive et coûteuse de moyens de communication qui font que les nazis apparaissent comme des maîtres, si vous voulez, en marketing politique. Hein. L'usage de la radio, l'usage du film, avant même d'arriver au pouvoir. Hein. L'usage de l'avion, qui fait que Hitler peut faire 3 meetings par jour, dans 3 endroits différents. Tout ça a été, est le fruit d'une réflexion rationnelle, pragmatique, assez froide, marketing, quoi. Vous avez parlé du fait que Hitler s'appuyait sur la science par rapport à ses mouvements ésotériques, etc. Est-ce qu'on peut tirer des parallèles avec des situations actuelles? Vous avez des exemples? La manière dont ça se passe pour les nazis, c'est... il s'agit de dire que le temps du débat est clos. Hein. La Révolution française a inauguré le temps du débat rationnel avec des opinions plus ou moins argumentées qui s'affrontent sur une agora, alors le Parlement, et grâce au colloque des raisons, on aboutit à la solution optimale, politique optimale. Ça, les nazis qui détestent avec une férocité inextinguible la Révolution française, les nazis balayent ça. Hein. Le débat s'est terminé, il y a une vérité. Et cette vérité, qui est apodictique, qui est infrangible, qui est indiscutable, quel est le modèle de vérité dans l'Europe du XXe siècle? C'est la science.
C'est le théorème mathématique, c'est la loi physique, point barre. Et d'ailleurs, ça suscite chez Hitler une ironie un peu lourde, hein, parfois, qui consiste à dire « Ah oui, on peut bien faire ceci, on peut bien avoir telle idée, être pacifiste, par exemple, refuser la guerre, mais on peut aussi, tout aussi bien, se suicider tout de suite. » Parce qu'on fait face à une réalité qui est minérale, si vous voulez. On va se fracasser dessus. Inutile de rêver, inutile de débattre. Donc les nazis ferment complètement le champ politique, en disant qu'il n'y a qu'une seule vérité, et c'est eux qui, ayant compris, évidemment, les lois de l'histoire qui sont les lois de la biologie, eh bien, c'est eux qui proposent cette vérité-là. On retrouve ça plus tard, de manière plus contemporaine, dans le néolibéralisme. C'est assez frappant de voir à quel point les options néolibérales, qui sont souvent déraisonnables, voire ouvertement irrationnelles, hein. On le voit d'ailleurs avec la catastrophe écologique qui est en cours, on le voit avec l'explosion des inégalités, on le voit avec la destruction des services publics et le délitement des sociétés. Ces idées-là et ces pratiques-là sont portées par des individus, alors que ce soit des think tanks, que ce soit des pseudo-intellectuels, que ce soit des personnalités politiques, qui ont une condescendance infinie à l'égard de leurs contradicteurs, et qui leur signifie que il n'y a pas d'alternative. Je reprends le mot de Margaret Thatcher, le fameux TINA, hein, « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative, une seule vérité. L'argent, c'est l'argent. Ça fonctionne comme ça. Et donc, on peut bien avoir d'autres idées, on peut bien rêver, on peut bien être de gauche, ou je ne sais pas quoi, mais on peut aussi se jeter d'un pont tout de suite. C'est aussi pertinent. Et voilà, je trouve qu'il y a une revendication d'apodicticité, si vous voulez, pour parler en termes épistémologiques. C'est-à-dire une revendication à la caractère parfaitement conséquentialiste et incontestable de l'énoncé. Votre idée, si vous la contestez, elle est fausse. Ce qui va très loin ensuite, en termes d'application politique, parce que je me souviens que lorsque Syriza avait gagné les élections en Grèce en 2015, Wolfgang Schäuble, personnalité néolibérale, enfin ordolibérale en Allemagne, très connue, qui était ministre des Finances à l'époque, avait dit non mais, ok, il y a eu telles élections, tels résultats, mais les élections ne peuvent rien changer à l'application des traités. Donc, Monsieur Tsipras, il a beau avoir eu tel programme, telle plateforme, mais maintenant, il va rentrer la niche et il va appliquer les traités européens. Les élections ne peuvent rien changer. Et ça, c'est une idée qui a fait son chemin, alors qui montre bien d'ailleurs l'affinité élective entre néolibéralisme et fascisme, tout simplement. On l'a vu avec Pinochet, c'est l'exemple princeps, hein, si vous voulez, d'amour des néolibéraux pour la dictature. On l'a vu avec l'extrême droite américaine de Trump, l'extrême droite brésilienne Bolsonaro, des gens qui ont une faible conscience démocratique, hein, pour le dire gentiment. Et on le voit actuellement en France, je trouve, avec des individus qui, eux aussi, sans doute, alors, beaucoup de raisons à la fois psychologiques et culturelles ou intellectuelles, faiblesse de réflexion intellectuelle qui fait qu'ils ont du mal à comprendre ce que c'est qu'une démocratie et qu'une république, mais des individus qui refusent tout simplement d'acter les résultats des élections. Là, en France, on est dans une situation où on a des gens qui ont perdu 3 élections, hein, 3 scrutins, et qui n'ont pas acté la chose. Alors, ça nous faisait beaucoup... ça nous stupéfiait il y a quelques années lorsqu'on voyait que Trump refusait de reconnaître le résultat des élections, reconnaître la défaite et rendre le pouvoir. Là, on est quand même dans une situation tout à fait comparable, et qui procède de la même matrice. En amont de ça, il y a cette idée que, puisque vous êtes de droite, en gros, vous êtes néolibéral, vous avez raison. Et vous faites face à un océan d'incompétence ou d'illusions rêveuses. C'est pas sérieux. Sauf que les gens sérieux, on voit ce que ça donne. Hein. Ça donne l'assaut contre le Capitole, ça donne la guerre civile potentielle, ça donne la dévastation du monde, ça donne les morts dans les urgences, dans les hôpitaux, ça donne tout ça quand même. Et en parlant de lien entre les mouvements financiers, les intérêts financiers, le grand capital et
et les fascistes. Parlons peut-être du financement des nazis, notamment au début. Alors, je vais peut-être citer une phrase de Stefan Zweig dans son livre Mémoire d'un Européen, non, Le Monde d'hier, Mémoire d'un Européen, voilà, qui parle de ça, justement. Alors, je cite, « Je m'aperçus qu'il y avait derrière ces bandes surgies brusquement des puissances financières et d'autres forces influentes. Ce n'était pas le seul Hitler, lequel à l'époque ne prononçait encore ses discours que dans les caves bavaroises, qui pouvait avoir équipé ces milliers de jeunes gens d'un appareil aussi coûteux. Ce devaient être des mains plus puissantes qui poussaient en avant ce nouveau mouvement. » Pardon. Alors, que pensez-vous de cette constatation à l'époque de Zweig? Et puis, finalement, qu'est-ce que ça dit des financements du mouvement nazi? Ce que dit Stefan Zweig, qui n'est vraiment pas bolchevique, pour le coup, c'est un bourgeois éclairé, très modéré, même si c'est un démocrate. Ce que dit Zweig est corroboré par tous les contemporains. Je lisais récemment les mémoires du chancelier Brüning. On occupe son été différemment. Mais, et dans ses mémoires, Brüning note qu'il était stupéfait par les mouvements d'argent qu'il observait. Il était bien placé, il était chancelier du Reich, c'était un technicien des finances, Brüning. Et il trouvait que le patronat allemand avait le portefeuille assez souple à l'égard du mouvement nazi, ce qui lui l'ennuyait, puisque, alors, même s'il était prêt à envisager l'alliance avec les nazis, il trouvait que quand même ce mouvement posait problème. Et ensuite, les historiens se sont saisis de cette question, et ça a fait l'objet d'une querelle historiographique, qui est aussi une querelle politique et géopolitique, parce qu'en gros, ce sont les historiens est-allemands qui ont beaucoup travaillé sur la question, d'une part parce qu'ils parlent l'allemand, ce qui est mieux pour lire les sources, et d'autre part, ils avaient accès à des sources que leurs collègues de l'Ouest ne pouvaient pas exploiter. Il y avait vraiment un rideau de fer, également d'un point de vue scientifique. Et les soviétiques avaient saisi énormément d'archives. Donc, on a des historiens qui, dans les années 60-70, ont fait des travaux fondamentaux sur le financement des nazis par ce qu'on peut appeler effectivement, comme vous le faites, le grand capital, c'est-à-dire, alors, l'industrie lourde, mais aussi les PME, ce qu'on appelle le Mittelbau en Allemagne, l'espace intermédiaire, la banque et les grands agrariens. Grands propriétaires terriens de l'Est qui ont poussé pour que Hitler soit nommé chancelier. Et donc il y a eu des découvertes documentaires, archivistiques, comme cette adresse du patronat allemand à Hindenburg le 19 novembre 1932 qui demande à Hindenburg de nommer Hitler chancelier, donc quelques mois avant qu'il soit effectivement nommé. Ils ont mis en évidence des solidarités par des correspondances privées, par des archives d'entreprises et par des mouvements financiers. Le problème, c'est que ils ont travaillé avec un matériau parcellaire, puisque ça peut paraître surprenant de l'extérieur, mais lorsqu'on est historien du nazisme, on travaille avec un taux de destruction des archives de plus de 90%. C'est beaucoup, effectivement. C'est gigantesque. Plus des 9/10 ont disparu. D'une part, en raison des ravages de la guerre. L'Allemagne a été quand même sévèrement bombardée à partir de 1943 et arrivait à plein de reprises de tomber sur la mention Kriegsverlust pour une code d'archives que je voulais ou une publication à laquelle je voulais accéder, Kriegsverlust, perte de guerre. Donc il y a d'une part les bombardements incendiaires, mais également la politique de destruction systématique de la part des nazis de leurs propres archives et des propres traces de leurs crimes. Ça allait très loin, Ils ont même monté un commando SS spécial, un commando 1005 du colonel Blobel, pour aller déterrer les cadavres et les brûler. Ils ont exhumé les contenus des fosses communes pour les détruire. Enfin, vous voyez un peu cette politique très acribique. Et par ailleurs, du côté des entreprises privées, on peut constater encore aujourd'hui dans les codes d'archives des disparitions malencontreuses, on va dire, de documents qu'il aurait été intéressant d'étudier. Et ces historiens-là ont été balayés, si vous voulez, par une historiographie américaine. Alors, elle est concentrée chez un seul historien qui s'appelle Henry H.B. Turner,
était professeur à Princeton et qui faisait de la business history. Donc, en gros, il faisait de l'histoire d'entreprise de manière assez amicale, on va dire. Et lui a développé toute une argumentation qui me semble un peu inepte, mais qui a été, si vous voulez, achetée pour argent comptant par plein de gens qui étaient contents de montrer que non, le grand capital n'avait jamais financé les nazis. Parce qu'il dit, oui, alors, les entreprises, les banquiers ont financé tardivement les nazis, à un moment où tout était joué, ils ont donné massivement de l'argent à partir du 20 février 1933. Alors déjà, 20 février 1933, rien n'est joué, hein. Parce qu'il y a les élections du 5 mars qui arrivent, rien n'est joué. Donc déjà, cet argument-là ne tient pas. Ensuite, en amont, alors ils ont moins donné aux nazis, ils ont beaucoup donné à d'autres partis qui avaient plutôt leur faveur, ils ont beaucoup donné au DNVP. Le DNVP, c'est la Deutsche Nationale Volkspartei, le Parti national populaire allemand, qui est un parti d'extrême droite, dont le message est à peu près identique à celui des nazis. C'est juste qu'il n'y a pas Hitler en tribune, il y a Alfred Hugenberg, qui est l'équivalent de Bolloré à l'époque, hein, c'est un mania des médias, mais honnêtement, comment dire, disculper les entreprises ou les banques allemandes en disant qu'elles ont financé le DNVP et non pas le NSDAP est inepte, dans la mesure où ils ont le même message, et par ailleurs, Hugenberg sera ministre du cabinet Hitler, 30 janvier 1933, ministre de l'économie, Super Minister même, un super ministre, avec un portefeuille très élargi, même s'il va être dégagé assez rapidement, en 6 mois, il est évacué. Et en amont de ça, c'est quand même Hugenberg qui, par la puissance, la force de frappe médiatique de son empire, il possédait à titre personnel des dizaines de publications hebdomadaires et mensuelles et quotidiennes, mais au-delà de ça, il possédait la principale entreprise de cinéma allemand, l'UFA, il possédait la principale entreprise de confection des actualités cinématographiques, donc le journal télévisé, si vous voulez, au cinéma, la Dolly. Et par ailleurs, il avait, comme c'était un industriel, qui recherchait aussi le profit, il avait monté tout un système d'abonnements qui livrait à des journaux de province des éditos tout faits, des articles tout faits, qui partaient en camion le matin, ou la nuit, si vous voulez, et qui étaient déjà préfabriqués. Et ça, il y avait été abonné à ce service 1600 publications. C'est-à-dire que c'était toute l'Allemagne qui était dépendante de cet individu-là, sa matrice idéologique qui était alors d'extrême droite, c'est tout à fait comparable à Bolloré, hein. Mutatis mutandis, Hugenberg, c'est un colon, il veut la colonisation à l'Est, il veut la conquête de l'Ukraine pendant la Première Guerre mondiale, il est antisémite comme c'est pas possible, il est raciste comme on n'imagine pas, il est ultranationaliste, il est violent, enfin, voilà. Donc, si vous voulez, dire que Grand Capital, au fond, a des doigts de vierge parce que ils ont moins financé les nazis que le DNVP, est assez curieux. Et par ailleurs, encore une fois, le taux de destruction des documents fait qu'on est quand même assez tributaire de ça, même si, au niveau de la logique, si vous voulez, la chose est claire, hein. Dès novembre 1932, le choix est fait. Et on a les sources pour ça, à la fois des discours et des correspondances. Le choix est fait pour Hitler. Avant ça, comme le dit Stefan Zweig, il a bien fallu financer cet équipement, parce que habiller des SA, alors ils contribuent certes, hein, mais il y en a qui ne contribuent pas. Habiller des SA, armer des SA, il y a 400 000 SA à l'été 32, hein, 400 000. Les armer, les habiller, les loger parfois, les nourrir. Les former aussi, les former. Et puis ce dont on parlait à l'instant, les voyages d'Hitler en avion un peu partout, ça coûte un argent fou. Hitler, quand il est à Berlin, vit à l'hôtel, et pas n'importe lequel, dans un palace qui s'appelle le Kaiserhof. C'est des notes considérables. Il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Plus la radio, plus les petits films de propagande, plus la presse. Alors, il y a de l'autofinancement. La presse rapporte de l'argent. La presse nazie rapporte de l'argent au parti nazi. Les meetings sont assujettis à une contribution de la part des spectateurs. Mais enfin, ça ne finance pas tout, et loin de là. Hein. Et là, ce que vous dites, finalement, c'est qu'il y a eu un effort massif. C'est pas seulement quelques grandes entreprises, finalement. C'est qu'il y a eu un effort massif de ces grandes sociétés, des PME, pour finalement financer ce mouvement. Oui. C'est pas simplement quelques exemples isolés, comme on l'entend parfois.
Ah non, non. Bah, là, on a quand même les plus grands noms de la grande industrie lourde allemande qui sont là. Comme qui, par exemple? Krupp, Thyssen, vous avez Springorum aussi, qui est de plus en plus favorable aux nazis. Vous avez du côté de la finance une figure majeure qui est le docteur Schacht, Hjalmar Schacht, qui était l'ancien président de la Reichsbank, le magicien de la monnaie, comme on l'appelait. C'est lui qui a sauvé l'Allemagne de l'hyperinflation, c'est lui qui a créé la nouvelle monnaie allemande entre l'automne 23 et l'été 24, avec la station intermédiaire du Rentenmark. Ce type était un génie de la finance, tout le monde le dit, tout le monde le sait, et Schacht est... investi corps et âme pour les nazis. Et par sa médiation, c'est évidemment un gage de crédibilité fabuleux pour le parti nazi que d'avoir un tel représentant, une telle star, si vous voulez, qui convainc les banquiers. De manière assez, assez significative, la rencontre, décisive entre von Papen, qui veut revenir au pouvoir, qui est un libéral autoritaire, et Hitler, le 4 janvier 1933, elle se fait chez un banquier. Le banquier Kurt von Schröder, qui est à Cologne et qui est un des représentants de cette finance allemande qui a fait le choix des nazis. Mais parce que de leur point de vue, c'est ce qu'il faut faire. C'est le plus efficace finalement pour gérer la société, quoi. Alors, au-delà de ça, déjà, quelque chose de... Bon, je suis en train d'écrire un livre là-dessus sur l'accession des nazis au pouvoir pour remettre un petit peu les choses au clair, parce qu'on dit beaucoup trop de sottises là-dessus. Les nazis sont en perte de vitesse, de fait, électoralement, à la fin de l'année 1932. Alors déjà, il y a un bon coup à jouer qui est d'acheter à la baisse. Lorsque vous êtes financier, voilà, vous achetez les nazis à la baisse, parce qu'ils sont en train de se casser la figure, un peu partout. Les élections locales, les élections communales, les élections du Reichstag. Mais par ailleurs, ils disposent d'une force de frappe militante, je vous parlais des 400 000 SA, qui sont bien rassurantes lorsque vous faites face à une potentielle révolution communiste. Parce que si les nazis sont en train de se casser la figure, ils perdent 2 millions de voix entre juillet et août 1932, les communistes, eux, continuent à monter. Et lorsque vous êtes chef d'entreprise, surtout à l'époque, voilà la manière de traiter Mélenchon en France, si vous voulez, mais le communiste pour le capitaliste en Allemagne à l'époque, c'est Daesh, si vous voulez. C'est le diable, quoi. Ah, c'est vraiment ça. D'autant plus qu'ils sont immédiatement menaçants, puisque aussi bien il y a eu des tentatives de révolution, il y a eu une république soviétique en Bavière, la Russie, c'est quand même la porte à côté, etc. etc. Donc, pour combattre le danger communiste, c'est évident qu'il n'y a pas meilleur allié que les nazis, qui ne cessent de répéter matin, midi et soir qu'ils veulent, je cite, éradiquer ou exterminer les marxistes. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose qui est plus profonde, si vous voulez, c'est qu'au fond, il y a là aussi une affinité élective entre les libéraux autoritaires à la Papen, qui sont pro-business à mort, qui font une politique de l'offre avec des subventions aux entreprises, des crédits d'impôt, qui sont en train de détruire l'État-providence pour faire des économies et des réformes, comme ils disent déjà à l'époque. Donc une affinité élective entre eux et les nazis, puisque le soubassement anthropologique ou culturel, il est le même. C'est le darwinisme social. Il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Voilà. Et la société est organiquement structurée comme ça, sur des hiérarchies naturelles, au fond, entre ceux qui ne sont rien parce que la nature ne les destinait manifestement à rien, et ceux qui sont tout, ou ceux qui ont réussi parce qu'ils sont des génies et qui ne doivent tout qu'à leurs dons, évidemment, puisque on n'a pas ouvert un manuel de sociologie pour se rendre compte que tout ça est quand même une affaire d'héritage. Et ça, c'est quelque chose qui lie immédiatement, si vous voulez, les libéraux autoritaires de droite et les nazis. D'ailleurs, ils ont tout fait, les libéraux autoritaires, pour s'adjoindre à la force la force militante et politique nazie, pour les faire venir au gouvernement. On a proposé en juin 32, en juillet 32, en septembre 32, en novembre 32, à Hitler de venir, de participer au gouvernement. Sauf que les nazis voulaient la chancellerie et ils voulaient avoir un gouvernement un peu plus à leurs mains. Mais travailler avec eux, ça ne posait aucun problème, si vous voulez. Alors, en parlant de financement, il y a aussi certains auteurs qui ont fait des liens entre des entreprises américaines,
en tout cas des financements ou des aides matérielles au mouvement nazi. Il y a notamment un journaliste américain, Edwin Black, qui a travaillé sur les liens entre IBM et la façon dont finalement l'Holocauste s'est déroulé, ou en tout cas les nazis ont pu développer leurs tentacules sur la société, notamment avec les statistiques, etc. Oui, oui. Que pensez-vous de ça? Alors, je pense que là, ce dont vous parlez pour Edwin Black, pour IBM, il se trouve que IBM a racheté une société allemande qui s'appelait de mémoire la Degussa, et qui avait élaboré un système de pré-informatique, si vous voulez, de traitement de l'information, des data, comme on dit aujourd'hui, par des systèmes mécaniques de cartes perforées. Et ça, c'est quelque chose qui était très utile dans ce que l'on appelait déjà, très poétiquement et très humainement, la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Et c'est une technologie qui a été utilisée aussi pour mettre en carte, mettre en fichier. Faire des recensements notamment. Hein. Oui, et qui a été utilisée pour la population des camps de concentration. L'inspection générale des camps, l'IKL, à Sachsenhausen, dispose de machines, les machines Degussa, qui sont désormais des machines IBM, puisque c'est IBM qui a racheté la patente et la technologie, et qui a fait de l'argent avec ça. Un exemple assez parlant, c'est que lorsque les nazis arrivent en Autriche, ils font comme partout, ils ouvrent un camp de concentration pour desservir la zone qu'ils ont annexée. Le camp de Mauthausen. Alors, pour construire un camp, rapidement, on a besoin de tous les corps de métier. Charpentier, maçon, tailleur de pierre, etc., électricien. Et évidemment, ce sont les machines Degussa IBM qui permettent, en un temps record, de localiser tel maçon, tel charpentier dans tel camp, qui se trouve lui-même prisonnier, à Sachsenhausen, à Buchenwald, à Bergen-Belsen, etc., pour l'envoyer travailler à la construction du camp de Mauthausen. Et ça, c'est une technologie très utile, évidemment, pour la gestion du matériel humain, Menschenmaterial, hein, disait-il, des camps de concentration, et ce sont des contrats qui ont rapporté beaucoup à la filiale allemande de l'entreprise américaine. Mais au-delà de cet exemple-là, exemple spectaculaire, parce que IBM est connu, puis on associe IBM à l'hypermodernité, l'informatique, etc. Bon, c'est un exemple marquant. Mais ce n'est qu'un exemple d'un phénomène beaucoup plus général, qui est que, à partir de 1933, le capital avait bien misé, si vous voulez, puisque les investisseurs avaient compris que les nazis feraient leur politique. Et c'est ce que fait toujours l'extrême droite. Hein. Au-delà d'un vernis de promesses sociales qui, ne vont convaincre que les alouettes séduites par ce miroir-là, une fois au pouvoir, ils font la politique du capital, bien sûr, toujours. Ça a été le cas à partir de 1933. Et ce que fait Hitler, au fond, enfin ce que font les nazis, c'est de faire de l'Allemagne ce que j'appelle une zone d'investissement optimale. Une zone d'investissement incomparable, au fond, par rapport aux autres lieux. Parce que l'Allemagne, c'est en amont de 1933 une structure d'université technique, technologique, avec des cadres, des ingénieurs, des techniciens bien formés, des scientifiques bien formés. C'est également un État fonctionnel qui sait lever l'impôt, qui sait construire les routes, des infrastructures, etc. Enfin bref, les fondements, si vous voulez, d'une vie économique fluide. À partir de 1933, vous avez un plan conjoncturel de relance, procyclique, hein, puisque la conjoncture s'est déjà retournée, les nazis ne font qu'ajouter du carburant. Mais de fait, les commandes massives de l'État, financées d'ailleurs par des artifices financiers très malins élaborés par Schacht, qui redevient président de la Reichsbank, ces commandes de l'État, qui sont des commandes d'armement, font fonctionner et font travailler les fondamentaux de l'industrie allemande, des 3 dernières révolutions industrielles. On fait travailler l'acier, le charbon, l'électricité, la chimie, et massivement. Parce que quand il s'agit de construire des armements pour une armée qui passe de 100 000 hommes à 3 millions, voire à 5 millions d'hommes,
Imaginez le volant de croissance. Et d'ailleurs, Hitler ne s'en était pas caché. Hein. Il avait fait un grand discours le 27 janvier 1932 devant le club de l'industrie à Düsseldorf où il disait ça. Il disait, mais avec moi, vous allez avoir des contrats. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Et ces contrats-là, évidemment, sont des entreprises allemandes qui en bénéficient, mais qui sont parfois des filiales d'entreprises étrangères et qui sont parfois tout simplement des entreprises étrangères. Opel, qui fournit à peu près tous les camions de l'armée allemande, c'est General Motors. Il y a le cas de Ford aussi, qui Ford, est lui-même antisémite d'ailleurs. Ford est un exemple, une sorte d'Elon Musk de l'époque, si vous voulez. C'est un type antisémite, raciste, d'extrême droite, virulent, un sale type, si vous voulez. Hein, et qui d'ailleurs est décoré par le Troisième Reich. Il reçoit l'ordre de l'Aigle, qui est une décoration suprême pour les étrangers, du grand aigle allemand. Mais lui aussi, effectivement, a des investissements en Allemagne. Pour ce qui est du pétrole, c'est Standard Oil, hein, qui est devenu ensuite Esso, puis ExxonMobil aujourd'hui, hein, qui fait des affaires fabuleuses, hein, vraiment. Digne des mille et une nuits, si vous voulez, avec le Troisième Reich. Parce que lorsque vous armez autant, lorsque vous surarmez à ce point-là, et puis ensuite lorsque vous conquérez un continent, et vous soumettez un continent, et d'ailleurs... comment dire, avec une ligne de financement ouverte, puisque le financement, c'est la prédation. Hein. C'est la spoliation interne et c'est la prédation externe. Comment dire, une ressource de richesse extraordinaire. Et les investisseurs ne s'y sont pas trompés. C'est pour ça que, dans les années 30, il faut bien le rappeler, du point de vue des élites, enfin, je ne sais pas ce que ça a d'élite, en fait, mais en tout cas des élites patrimoniales, on va dire, des possédants, des dominants économiques, l'Allemagne nazie est un paradis. C'est l'exemple à suivre. Les trains arrivent à l'heure, il y a des investissements massifs, on gagne un fric fou. C'est quand même quelque chose qui est en contraste avec la France du Front populaire, où là on fait tout le contraire. C'est des socialistes, des communistes, dirigés par un juif en plus, le gouvernement français, qui donne 15 jours de congés payés aux ouvriers, allons-y. Léon Blum. Qui augmente les salaires, enfin c'est n'importe quoi ça. Ça c'est vraiment le cauchemar, le Front populaire. Aujourd'hui encore d'ailleurs, hein, apparemment. Mais on retrouve beaucoup de parallèles d'ailleurs, hein, c'est stupéfiant. Comme à chaque fois. Hein. C'est stupéfiant. Moi j'étais très réticent à l'idée de comparer systématiquement le contemporain aux années 30, mais alors là j'avoue que je m'avoue vaincu. Hein. C'est accablant si vous voulez. On va y revenir d'ailleurs sur ces comparaisons, mais peut-être encore pour parler de recyclage. Alors, on parle beaucoup de l'opération Paperclip et à quel point certains scientifiques allemands, nazis, ont été récupérés aux États-Unis dans le programme de recherche, etc. Mais finalement, cette opération Paperclip, n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt Alors déjà, c'est un surnom parce qu'elle s'appelle Overcast, cette opération, ce qui veut dire le ciel couvert, le ciel nébuleux. Il s'agissait de faire ça sous une nébulosité un peu discrète. Les États-Unis ont fait ça, mais tout le monde a fait ça. Hein. Les Alliés se sont servis dans cette espèce de grand supermarché à scientifiques et à techniciens qui était l'Allemagne nazie au printemps-été 1945. Pour les États-Unis, on pense que c'est 1 millier de scientifiques et techniciens qui ont été exfiltrés avec leurs familles. Les Soviétiques, on pense que c'est 2 fois plus. Pas de chiffres très, très précis, mais les Britanniques font ça, les Français font ça hein, aussi. Programme spatial français, c'est issu de la matrice nazie. Hein. C'est pour ça que les modèles de moteurs et de fusées françaises, c'est-à-dire maintenant européennes, Ariane Espace, ont traditionnellement été prénommés en V, hein, pour continuer la série des V1, V2, Vulcain, Véronique... on a raflé des gens. Alors, ça, c'est les Britanniques qui ont raflé les Soviétiques. Les Français et les Américains sont plus contractuels. Hein, ils proposent, mais ce sont des contrats qu'on ne peut pas refuser, puisque c'est une nouvelle vie, un salaire, des moyens. Les Français construisent ex nihilo hein, un laboratoire de balistique dans la forêt de Vernon, dans l'Eure, pour les Allemands. On ne parle qu'allemand sur ce campus. Et c'est eux qui font... les fusées européennes. Donc, il y a une approche très pragmatique et utilitariste hein, de
de la ressource scientifique et technique allemande. On sait qu'ils sont bons en balistique, on l'a vu avec les fusées V1, V2, hein, enfin surtout les V2, c'est les seuls à savoir faire ça. Ils sont excellents en aéronautique. En l'occurrence, ce sont eux qui ont inventé le moteur à réaction et l'avion à réaction, les fameux Düsenjäger de Messerschmitt. Donc on les récupère pour ça. On les récupère aussi pour l'atome, hein, la bombe atomique russe, enfin soviétique, pardon, la bombe A puis la bombe H, ce sont des Allemands hein, qui ont initié le programme, un peu malgré eux, parce que c'était pas forcément volontaire. Mais tout le monde va se servir au prétexte que, au fond, d'une part, l'argent n'a pas d'odeur, et d'autre part, la science est neutre. Donc, que vous soyez nazi, c'est pas très grave, au fond, si vous savez construire une fusée qui va permettre de faire le programme Apollo américain, c'est quand même Werner von Braun. Werner von Braun, qui avait, en 1945, le doux titre de SS Standartenführer, quand même. C'est un lieutenant-colonel de la SS, hein, le docteur von Braun. Dans un contexte de guerre froide, si vous voulez, la nouvelle guerre qui se déclenche, au fond, dès l'été 45, justifie tout. On a fait un procès des scientifiques à Nuremberg, hein, dans la série des plus de dizaines de procès qu'il y a eu à Nuremberg, mais on a fait figurer des charlots. On a fait figurer des médecins qui faisaient n'importe quoi, qui étaient des nazes complets, qui n'avaient aucun intérêt. C'est vrai que finalement, ce procès de Nuremberg semble un peu un procès, alors pas façade, puisqu'il y a quand même des véritables dignitaires nazis, mais finalement, quand on voit la masse de personnes qui ont échappé aux mailles, qui sont passées entre les mailles du filet, on se dit, bon, Nuremberg... Nuremberg, c'est beau, c'est bien, et comment dire, d'un point de vue normatif, ça a été également le lieu d'une élaboration importante, hein, de la définition de nouveaux crimes, tout étant passé ensuite dans la Charte des Nations Unies. Mais de fait, si on a jugé et pendu les principaux responsables encore vivants du Troisième Reich, enfin, on a épargné quand même pas mal, hein, je veux dire, Speer, Chart, justement, von Papen, etc. Baldur von Schirach, bon. Mais voilà, effectivement, il y a eu une forme de statement, comme on dit aux États-Unis. Hein. On a voulu dire quelque chose, montrer quelque chose. Mais on a jugé et tué des gens qui, littéralement, ne servaient à rien. Les politiques, ça c'est clair, eux, voilà. Mais les scientifiques, c'est des 28e couteaux qu'on va juger. On va jamais juger Werner von Braun. Hein. Pourtant, il a fait peut-être un petit peu plus de mal que certains anthropologues qui déliraient dans leur coin sur le caractère germanique des hindous des hauts plateaux. Hein. Et ils n'ont pas jugé non plus Reinhard Höhn, dont vous avez parlé dans votre livre sur le management, qui effectivement lui a été beaucoup utilisé, dont les idées ont été utilisées par la suite. Reinhard Höhn, oui, faites référence à Libre de Bélir, ce livre sous-intitulé Nazisme et Management. Alors là aussi, le sous-titre a fait réagir, puisque, enfin, je l'ai compris a posteriori ensuite. Le livre est paru en 2020, dans un contexte politique où on défendait encore cette idée saugrenue sur laquelle, la politique devait être du management. Ah bon? Et sachant qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que le management, mais enfin bon, le mot est clinquant, américain, ça fait plaisir. Et par ailleurs, le management, il y a des mots français pour dire la même chose, mais enfin, on emploie ce curieux mot, c'est la modernité. Donc le nazisme étant une arriération épouvantable, un retour au paléolithique, etc., ces deux mots étaient antithétiques. Alors, moi, j'ai suivi le parcours d'un juriste que je connaissais bien, puisque j'avais fait des travaux sur la norme nazie et sur les juristes nazis. Reinhard Höhn, professeur de droit public à l'université de Berlin, enfin, qui a été bombardé, si vous voulez, professeur de droit public très jeune, à 30 ans, parce qu'il était membre de la SS, et qui a fait une double carrière, à la fois au sein de la SS, puisqu'il termine au grade de général quand même, hein, de SS Oberführer, à l'été 44, et de professeur des universités, directeur d'un centre de recherche important qui s'appelait l'Institut de recherche sur l'État. Et Reinhard Höhn, c'est quelqu'un qui
très ambitieux, très fort, hein, très publiant, comme on dit aujourd'hui, et qui réfléchit à la manière de créer ou d'adapter des structures propres à gouverner ou à régner sur un empire continental. Et son postulat de départ, c'est que l'État n'est pas la bonne solution. Contrairement à ce qu'on croit, et le livre a surpris aussi à cet égard, les nazis sont des anti-étatistes radicaux. Hein. L'État, c'est fini. L'État, c'est des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ça sert à rien, c'est feignant, etc. L'État, c'est un corps de fonctionnaires et un corpus de normes appliqués par ce corps de fonctionnaires. Donc ça va pas. Ça va pas lorsque vous prenez, pour employer un terme anachronique et contemporain, la disruption. Que vous prenez l'initiative, l'agressivité, pour reprendre un mot de l'époque, que vous prenez l'élasticité, un mot de l'époque également, c'est-à-dire l'adaptabilité. Et donc l'État, qui est par nature statique et rigide, c'est sa vocation, c'est son être, il est permanent. L'État doit être supplanté par ce que les nazis créent, mais vraiment sur une base quasi hebdomadaire, hein, ce sont des agences. Par rapport à l'État qui est statique, pérenne, et qui n'est pas censé passer, vous avez des agences qui sont définies par un projet, un budget, une mission, qui sont censées être périssables, puisque une fois que la mission est accomplie, elles disparaissent. Alors, en réalité, non, elles s'enquistent et on ajoute de la structure à la structure. Mais en tout cas, les nazis multiplient la fondation d'agences et Reinhard Heune est quelqu'un qui théorise ça, hein, fait partie de ces juristes de droit public qui vraiment actent le fait que l'État s'est terminé, pour plein de raisons, dont certaines qu'on a évoquées, et il faut remplacer ça par quelque chose de mobile, d'agressif, de vivant, de dynamique, qui sont les agences. Voilà. Et ce garçon, en 1944-45, donc il est général de la SS, il est au sommet de toutes ses carrières, hein, y compris en termes matériels. Il chasse, une grande maison, il a 2 voitures, il a 2 petites filles, tout va bien. À 41 ans, sa carrière est terminée. C'est un peu tôt, quand même, hein, parce qu'en 1945, il ne va plus revendiquer forcément tout de suite son grade de SS. Donc il a un petit moment de flottement, comme plein de gens à cette époque. Hein. Il se reconvertit dans plusieurs choses. La naturopathie d'un côté, de l'autre côté, comme il adore l'histoire militaire et qu'il en fait à titre privé, comme conférencier, puis rapidement comme consultant. Il fait l'histoire militaire et on est en train de recréer une armée allemande à cette époque-là. Il est consultant pour cette Bundeswehr qui va être fondée en 1955. Et après la fondation de la Bundeswehr, alors qu'il travaille pour un think tank patronal du nord de l'Allemagne, il acte le fait que l'économie allemande ne peut plus se diriger vers sa zone d'expansion traditionnelle qui est l'Est. L'Est, c'est terminé, hein, le rideau de fer. Les Balkans, l'Ukraine, la Pologne, la Baltique, c'est fini, la Russie, c'est fini. Donc il faut s'atlantiser. Et ça tombe bien parce que politiquement on le fait aussi, avec l'OTAN, etc. Et si on s'atlantise, il faut jouer le jeu des Atlantiques. C'est-à-dire faire comme les Américains, créer des écoles de commerce. Il n'y en a pas en Allemagne. Ça n'existe pas. La formation des grands cadres du privé se fait par l'université, par le droit et par la thèse de droit, lui-même est docteur en droit. Mais il faut créer des structures, alors pas forcément de première formation, mais de formation continue, et c'est ce qu'il va faire. Une école des cadres, qui s'appelle justement l'école des cadres, Académie der Führungskräfte, à Bad Harzburg, qui est fondée en 1956. Et il devient un théoricien très important du management. Il crée un modèle de management qui est le modèle de management par délégation de responsabilité. Il dirige cette école, il est un professeur exceptionnel, acclamé, très recherché. Et cette école va former 600 à 700 000 cadres, soit en présentiel, comme on ne disait pas encore à l'époque, soit par correspondance. Et toutes les entreprises allemandes et étrangères présentes en Allemagne, mais au-delà de ça, toute la zone germanophone, hein, Autriche, la Suisse, s'oriente sur ce modèle de management par délégation de responsabilité. Et le cas de Reinhard Heune me semble archétypal, si vous voulez, pour penser non seulement ce qu'est le nazisme, c'est-à-dire un phénomène de fait ultra-moderne, et pour penser aussi notre modernité à la lumière de tels parcours-là.
parce que Reinhard Heune est un des exemples supplémentaires, mais il y en a des centaines de milliers, si vous voulez. Hein. Un exemple supplémentaire du fait qu'il n'y a pas eu de dénazification à l'Ouest. Voilà. Je crois qu'on peut s'accorder là-dessus maintenant. La dénazification à l'Est a été rude, d'une part parce que les méthodes soviétiques ne sont pas toujours les plus amicales, et aussi parce que, comment dire, par idéologie, lorsqu'on est communiste et que soi-même on a vécu dans sa chair ce que c'est que d'être en forteresse ou en camp de concentration, on est assez peu porté à la mansuétude. Donc la dénazification à l'Est, oui. À l'Ouest, non. Parce qu'à l'Ouest, on s'oriente tout de suite vers le combat contre les communistes. Et donc on récupère en partie ce que les nazis ont pu mettre en place de manière très efficace. Mais on récupère les nazis tout court. Tout court. Tout court. Et partout. Enfin, c'est très intéressant de constater que les partis libéraux en Europe de l'Ouest, à commencer par le parti libéral allemand, le FDP, sont des machines à recycler les anciens nazis. Ou les anciens collabos en France. Très intéressant. Et de la même manière que la France, par exemple, l'armée française, via la Légion étrangère, recrute des milliers de Waffen-SS. À partir de 1944, la France est engagée tout de suite dans une nouvelle guerre, une guerre de décolonisation, contre les insurgés communistes vietnamiens. Pour combattre les communistes, on reprend des nazis. C'est quand même un fait à souligner et à méditer. Alors pour parler du présent un peu maintenant et pour parler peut-être des effets un peu plus en détail de ces tendances un peu nazies que vous avez d'ailleurs appelées fascistoïdes dans un entretien chez Lucide récemment, pourriez-vous un peu élaborer un peu plus en détail ce que vous entendez par ces liens qui peuvent exister? Alors il y a le management, mais par fascistoïde, qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, je décrivais une situation politique en France, en tout cas, qui n'est pas isolée, parce qu'on voit ce qui s'est passé en Italie, ou dans des pays comme l'Autriche, la Hollande, sans même parler des pays d'Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, ou de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis d'Amérique avec Trump, et puis le Brésil avec Bolsonaro, l'Argentine maintenant avec Milei. Le fascisme connaît un moment plutôt favorable depuis quelque temps. Ça s'explique, c'est assez passionnant d'ailleurs, par des facteurs socioculturels assez comparables d'un pays à un autre, facteurs économiques aussi, et puis des facteurs structurels en termes de configuration de l'espace médiatique. Où là, le constat qui avait été fait, si vous voulez, par les résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est qu'on ne doit pas confier un monopole de l'information à des intérêts privés qui vont défendre des intérêts privés contre l'intérêt public. Cette leçon-là du Conseil national de la résistance a été complètement oubliée quand on voit comment est structuré le paysage médiatique français, par exemple, et par qui sont possédés les grands médias. Ce qui rend d'ailleurs les médias dits alternatifs d'autant plus nécessaires et thérapeutiques. Parce que sinon, on étoufferait littéralement dans un manque d'intelligence et dans une partialité assez déplorable. Je dis médias alternatifs avec des guillemets, puisque j'aime vraiment pas ce terme-là. Je trouve que des médias comme Blast, par exemple, créé par Denis Robert, qui n'est pas alternatif du tout, qui est un vrai journaliste d'investigation, et qui emploie de vrais journalistes, c'est pas du tout, c'est un vrai média, c'est pas un média alternatif. C'est les autres qui sont dans une réalité alternative. Quand ils nous disent que la croissance c'est bien, ah bon, oui, que la politique actuelle du gouvernement français, démissionnaire, n'est pas sujette à critique, etc., etc. C'est eux qui vivent dans une réalité alternative. Donc je trouve qu'il y a des éléments très inquiétants. Alors, on s'en rend un peu moins compte parce que, comme la grenouille dans la casserole, dont la température monte de plus en plus, on s'en rend pas compte parce qu'on est littéralement immergé là-dedans, dans un bain de mots, dans un bain d'idées, de slogans, etc. Mais il est bon quand même de prendre un petit peu de hauteur ou de recul pour voir ce qui est à l'œuvre en ce moment
Et quitte à utiliser des gros mots, hein, comme préfascisme, alors ça c'est Ugo Paletta et Ludivine Mantini qui parlent de situation préfasciste, où très clairement, vous avez une grande partie, alors des élites, là encore, j'aime pas ce mot parce que je vois pas ce que ça a d'élitiste d'être un imbécile en fait, et de raconter n'importe quoi et de mentir avec autant de partialité, en jetant aux orties la déontologie journalistique à ce point-là. Mais une partie des faiseurs d'opinion, des possédants, ceux qui possèdent les moyens de faire l'opinion, ont décidé de ne pas servir l'intelligence. Et ça se voit de manière quotidienne dans des médias dits mainstream, je n'aime pas non plus ce mot, plutôt des médias dominants, encore dominants par la structure télévisuelle, si vous voulez. Ça, ce sont des choses qu'on a connues dans les années 20. Je travaille là-dessus en ce moment, hein, sur l'Empire Hugenberg, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Que vous avez comparé à celui de Bolloré, d'ailleurs, effectivement. Tout à fait, oui, oui. Sachant que Hugenberg est beaucoup plus intéressant que Bolloré, parce que Hugenberg, c'est quelqu'un qui vient de l'industrie lourde et qui ensuite devient un génie des médias. Mais c'est aussi un intellectuel. C'est quelqu'un qui a une thèse de doctorat, c'est quelqu'un qui théorise, et c'est quelqu'un qui, par ailleurs, s'investit directement en politique, parce qu'il devient, en 1928, le chef du DNVP, hein, ce parti d'extrême droite. Donc c'est à la fois Bolloré, plus Berlusconi, plus Patrick Buisson, si vous voulez. Hein. Mais ça montre aussi un peu peut-être la médiocrité de l'époque actuelle à tous les niveaux, même à l'extrême droite. On est parfois surpris, oui. On est parfois surpris, d'abord et avant tout par celles et ceux qui sont censés nous gouverner. Hein. Je ne sais pas ce que les historiens pourront dire au-delà de la consternation navrée en écoutant les archives d'une Prisca Thévenot, par exemple. C'est accablant, en fait. Tel niveau de bêtise, de médiocrité, c'est... Bon, je pense à elle parce que elle s'est illustrée encore en parlant de l'anti-France, pour parler de la France insoumise. Bon, je ne sais pas si elle est allée un jour à l'école. Tout le monde a traité d'antisémite aussi, en parlant de Mélenchon notamment. Oui. Ce terme-là aussi désormais utilisé comme ça un peu à toutes les sauces. Oui, alors c'est très dangereux, hein, c'est comme parler de république ou de valeur à tout bout de champ en étant soi-même un gougnafier pur et parfait. Le terme d'antisémitisme et son usage est très coupable, si vous voulez, hein, parce que ça a été tellement dévalué et démonétisé par un usage surabondant, quotidien, que maintenant les vainqueurs de tout ça, de toute cette séquence, sont les vrais antisémites, hein, qui, eux, se frottent les mains, puisque, comme à peu près tout le monde l'est maintenant, alors le pape, l'ONU, alors dans le discours de Netanyahou, et de l'extrême droite israélienne, qui a été repris par des relais surprenants, hein, en Europe et aux États-Unis, comme à peu près tout le monde l'est, plus personne ne l'est vraiment. Et pour le coup, pour avoir un petit peu travaillé quand même sur l'antisémitisme, moi j'ai tendance à pas du tout plaisanter avec ça, et à utiliser les mots, bon, c'est censé être aussi une vertu d'historien, hein, avec circonspection. Et quand j'entends la manière dont c'est jeté comme ça au caniveau tous les jours, pour n'importe quoi, je me dis que ceux qui en font cet usage portent une responsabilité terrible, terrible, dans la dévaluation et du mot et dans l'inflation du phénomène. Il y a même des auteurs comme Michel Onfray, hein, qui n'hésitaient pas à considérer Mélenchon comme un antisémite. Alors, sans être mélenchoniste, ça me semble quand même particulier qu'on puisse le considérer antisémite, quoi. Bon, écoutez, plusieurs collègues, sociologues, historiens, littéraires, politistes, dont je fais partie, à l'initiative de cette excellente historienne qu'est Ludivine Mantini, on a essayé de reprendre un petit peu factuellement les choses en voyant ce qui, dans le discours de la France insoumise, pouvait prêter le flanc à ce genre de choses.
Et de fait, on n'a vraiment pas trouvé grand-chose. En l'occurrence, philosophiquement, en termes de culture politique, c'est parfaitement antithétique. L'antisémitisme et l'engagement je sais pas moi, d'une Mathilde Panot, d'un Jean-Luc Mélenchon, d'une Clémence Guettet, d'un Manuel Bompard, sont aux antipodes. C'est une insulte terrible qui vise à les avilir, qui vise à les énerver aussi, qui vise à les humilier, mais qui n'a rigoureusement aucun sens. Parce que les vrais antisémites, on sait où ils sont. Ils n'ont pas changé d'adresse. Et ils ne sont pas prompts à dire ce que disait Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il disait, par exemple, que chaque juif de France, où qu'il soit, s'il est un jour victime de quoi que ce soit, le trouvera à ses côtés. C'est pas vraiment une profession de foi antisémite banale ou classique, ou standard. Mais si vous voulez, c'est un argument qu'on a vu à l'œuvre avant la France, en Grande-Bretagne. C'est l'argument qui a servi aux actuels dirigeants du parti travailliste, Starmer par exemple, qui est maintenant Premier ministre, pour éradiquer la gauche du parti travailliste. Typiquement Corbyn et ses amis, qui s'étaient rendus coupables dans les années 70, dans leurs jeunes années militantes, de vigueur dans l'expression de leur sympathie pro-palestinienne, qui était la grande cause banale, avec le Vietnam, si vous voulez, de la gauche contre la colonisation, contre la maltraitance, pour l'émancipation et l'autonomie. On a ressorti tout ça, et donc on a pu mener une purge de nature stalinienne, en l'occurrence, contre des gens qui avaient le malheur de défendre la sécurité sociale, l'augmentation des impôts pour les riches, une fiscalité sur la fortune, etc. etc. Antisémite. Alors en parlant totalitarisme, il y a quand même un sujet qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, ces dernières années, c'est celui du Covid. On a beaucoup de gens ont fait le rapprochement entre notamment l'instauration d'un pass vaccinal, pass sanitaire et des dérives un peu totalitaires. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Ça m'inspire en amont que, en termes de totalitarisme, assez largement une ineptie, en fait, avec d'autres historiens, je laisse de côté, parce que c'est un terme qui est intéressant par son histoire même, si vous voulez. C'est une création des antifascistes dans les années 20, qui a été reprise par les fascistes, qui trouvaient ça super de s'affirmer totalitaire. Bon. Et puis, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que l'histoire devient intéressante, puisque c'est un concept très abstrait, au fond, des sciences politiques américaines, qui vise à mettre sur un banc d'essai, ou un banc d'équivalence, en réalité, des phénomènes très hétérogènes, quoique concomitants, chronologiquement, comme le fascisme, le stalinisme et le nazisme. Donc vous avez toute cette typologie des critères, culte du chef, l'État, l'homme nouveau, etc. Alors d'ailleurs c'est intéressant parce que pour l'État on a vu que ça fonctionne pas pour les nazis, et puis pour l'homme nouveau non plus, puisque les nazis ne voulaient surtout pas d'homme nouveau. Mais un retour à l'archaïque, l'archétype c'était l'archaïque pour eux. Enfin bref. En tout cas, donc, pour nous, historiens du stalinisme et du nazisme, c'est un concept qu'on n'emploie pas du tout. Donc c'est pour ça que d'une part, on le répudie scientifiquement, et puis politiquement, on a un petit peu du mal à voir à quoi ça correspond. Pour la période des confinements, de la pandémie et des confinements, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir en historien, et en l'occurrence de voir les différences régionales assez marquées, pour le coup, et singulièrement en Allemagne. Pour un historien d'Allemagne, c'est intéressant, entre les différentes traditions culturelles. Très clairement, il y a une matrice catholico-étatiste qu'on a bien vue en France, très clairement, avec des contraintes maximales, avec la farce un peu burlesque de l'auto-attestation, avec le pass sanitaire, etc., dans un contexte de très long terme, qui est un contexte, alors, jacobin, on vous dira, mais le contexte jacobin lui-même s'inscrit dans un contexte
monarchique et catholique, avec un fort paternalisme, une forte condescendance, un pouvoir pyramidal qui descend comme ça, en plus à partir de Paris où tout est centralisé, et une forte coercition. Ça, c'est vraiment la matrice ecclésiale, de droit romain, si vous voulez, catholique et monarchiste. Et on retrouve ça, on a retrouvé des dispositions assez coercitives en Allemagne dans les zones catholiques. À l'ouest, Rhénanie en gros, et au sud, Bavière, Baden-Württemberg, où les dispositions étaient infiniment plus contraignantes que dans les zones protestantes. Où là, une plus grande confiance était faite à l'individu dans son appréhension du risque, etc. Et bon, les deux antipodes étant, les antipodes étant donc, la France d'un côté et puis la Suède de l'autre. C'est quand même assez clair. Je suis allé en Suède à un moment en plein renouveau de Covid. C'était quand même la foire, quoi, par rapport à ce qu'avait été la France. Voilà ce que je peux en dire. C'est-à-dire pas forcément quelque chose de mobilisable politiquement, si vous voulez. Alors, en parlant on a beaucoup parlé de la gauche et de la droite. Alors, vous définissez quand même à gauche, on l'a compris. Mais finalement, de quelle gauche parlez-vous exactement? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que la gauche aussi, finalement, pourrait incarner peut-être certaines dérives aussi un peu fascistoïdes, comme vous dites. Pourrait, en tout cas, on le voit avec Macron peut-être, avoir des lignes un peu floues entre la droite et la gauche. Alors, parler de Macron et de la gauche dans la même phrase, c'est quand même curieux, parce que on a affaire à un individu qui est de droite, je pense, assez radical, au fond, depuis le début. Enfin, je n'ai pas compris cette illusion qu'ont cultivée certains, ou qu'ont bien voulu accréditer certains, sur lequel il s'agissait de ni droite ni gauche. Ça, bon, déjà, quand on a ce genre de discours, on sait très bien ce que ça signifie. Mitterrand le disait de manière plaisante en disant que le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Voilà. Cette prétention au dépassement et à l'apolitisme, moi je le constate froidement, là encore en historien, je sais que c'est situé socialement et politiquement à droite, très clairement. Il y a un phénomène très curieux qui a été déploré d'ailleurs par bien des héros de la droite, comme Nicolas Sarkozy, qui revendiquait une droite décomplexée. Arrêtons d'être complexés par la gauche. Il y a toujours ce phénomène de sinistrisme, comme le disait Albert Thibaudet dans l'entre-deux-guerres, qui fait que la droite ne s'assume jamais ou rarement comme de droite. C'est le cas avec Macron, très clairement. On a quelqu'un qui a une socialisation de droite, une culture de droite, un ethos de droite, il le dit lui-même, un entourage de droite, une famille de droite, enfin tout, et qui a d'ailleurs des pulsions de droite, la violence, la répression, d'une certaine droite en tout cas, pas du tout une droite libérale, éclairée ou tocquevillienne, l'exaltation de la force, de la virilité, jusqu'au grotesque, si vous voulez, de ces photos. Enfin bon, c'est quand même assez accablant. Avec les biceps. Oui, enfin bon, bref. Il a fait un Photoshop de petits influenceurs masculinistes d'extrême droite, en fait. C'est ça, son niveau. C'est assez déplorable. Mais donc, il n'a absolument rien à voir avec la gauche. Ça c'est quand même assez clair. Et dès le début, dès l'été 2016, quand il rend visite à Philippe de Villiers, quand même un grand personnage de l'extrême droite française, lorsqu'il disserte sur le roi, sur Jeanne d'Arc, etc., lorsqu'il exprime son mépris idiot et imbécile contre les ouvrières de Gade, qu'il traite d'illettrés, enfin, voilà, c'était clair dès le départ. Ensuite, il y a eu l'affaire Benalla qui a, je pense, aurait dû achever de dessiller les turiféraires, puisque là, on a eu un petit putschiste d'extrême droite qui disait... qui joue au caïd, en fait. Responsable, c'est moi, venez me chercher. C'est quand même le président de la République française. Bon. Mais du coup, comment vous définiriez la gauche, finalement Alors, déjà, je considère que les catégories de gauche et de droite sont très pertinentes.
de fait, c'est une tendance doublée d'une mode médiatico-politique que de dire que tout ça c'est fini, c'est dépassé. Ça c'est vraiment tout le courant, si vous voulez, du centre droit des années 90, incarné par Blair, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, donc qui était travailliste, mais qui était un type de droite, socialement, économiquement, très clairement, et Schröder, qui était SPD, qui était chancelier, donc dont la carte d'identité était à gauche, si vous voulez, mais qui de fait a mené une politique économique et sociale de droite, avec les lois Hartz notamment. Eux disaient, voilà, ce sont des vieilles lunes, on a changé de monde, c'est les années 90, c'est la croissance illimitée, grâce, alors à l'époque c'était le mirage de la nouvelle économie, l'économie fondée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sur l'informatique, etc. Donc, comment dire, les concepts marxistes qui étaient issus de la révolution industrielle, des grandes masses prolétariennes, de l'industrie lourde, etc., c'est fini. Là, maintenant, on est moderne, donc on dépasse. Bon. Ben, on dépasse rien du tout, en fait, parce que ils ont mené une politique néolibérale, qui est une politique de droite, qui était pas nouvelle. Les néolibéraux, ils ont théorisé tout ça dans les années 30, puisque le libéralisme classique avait échoué, c'était la crise de 1929, donc il fallait un nouveau libéralisme, un néolibéralisme, et tout ça, ça a été théorisé dans les années 30. Vous en avez plusieurs traités déjà, dès 1945, et Friedrich Hayek, La route de la servitude, qui vomit la gauche tant et plus, qui dit que face à ça, en gros la gauche c'est Staline, bon. Hitler c'est Staline aussi, parce que Hayek nous demande de bien vouloir le croire quand il dit que les nazis étaient de gauche, parce que c'est une aberration totale, enfin bref. Qu'on voit ressurgir d'ailleurs. Parce que socialiste dans le... Oui, mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un leurre, c'est un attrape-couillon en fait. C'est pour attirer des gens, alors que je vous assure qu'il y a fiscalement, socialement, rien de gauche chez les nazis. Et par ailleurs, il y a une volonté rabique, violente, de détruire, je cite, d'exterminer le marxisme. Là, outre les mémoires de Brüning, je relisais un peu le journal de Goebbels récemment. Ça apparaît à chaque page. Il faut éradiquer le marxisme. Il faut exterminer les marxistes. Bon, là aussi, c'est une profession de foi de gauche qui est assez rare, en fait. Et donc, c'est Schröder, Blair, etc., en partie Jospin aussi, DSK, qui était ministre de l'économie à l'époque, Clinton aux États-Unis. On a vu le résultat ensuite, parce que l'élection de Trump, on la doit à Clinton quand même, la politique antisociale. Donc ces gens-là ne sont pas vraiment à gauche, pourtant on les considère comme tels. Mais ils ont pris un cheval, ils ont chevauché un appareil militant, puissant, etc., organisé. Ils viennent de la gauche peut-être, peut-être que quand il était petit, sans le savoir, Gerhard Schröder était de gauche. Bon, mais de fait, ils ont fait un choix très clair. À la fin des années 80, la chute du mur, tout ça, c'est fini, on a changé de monde, et désormais, c'est le pragmatisme qui l'emporte. C'est cette espèce de mantra, c'est Tony Blair, je crois, qui disait ça, il n'y a pas d'idée de droite, d'idée de gauche, il y a des idées qui marchent, et des idées qui ne marchent pas. Bon, Macron, c'est ça, il répète ce genre de choses, de manière assez suiviste, sans imagination ni créativité particulière, mais c'est faux. C'est faux, parce que ceux qui disent ça, de fait, mènent une politique de droite. C'est-à-dire qu'ils détruisent les services publics, ils allègent la fiscalité sur le capital, ils aggravent la fiscalité, par contre, sur le travail, ils facilitent, et ils prennent toujours le parti du capital contre le travail. Et au milieu, il y a les services publics qu'on détruit. Parce que, une fois qu'on a bien fait des économies et des réformes, n'est-ce pas, sur les services publics, on peut dire que, regardez, ça ne marche pas, les gens meurent aux urgences. Heureusement qu'il y a BlackRock qui est là pour investir philanthropiquement dans les services publics et reprendre tout ça à sa charge. Enfin, c'est quand même une politique... Enfin, c'est caricatural, si vous voulez, d'évidence. C'est très clair. Et c'est pour ça qu'on en revient au concept d'alternativité de tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est obligé, pour masquer ça, de créer une réalité alternative.
en vous disant que tout est de la faute de la gauche, que la gauche c'est le mal, ou que les fonctionnaires sont des feignants incompétents, que les services publics c'est l'horreur, qu'on paye des impôts on ne sait pas pourquoi. Peut-être que la gauche a aussi perdu de sa traction initiale parce qu'une grande partie des ouvriers ont été délocalisés en Asie notamment, et que par conséquent la base industrielle n'existe plus en Occident, ou presque plus en tout cas, et que du coup la gauche a un peu perdu ses repères traditionnels. Vous pensez pas ? Il y a des conditions sociales, effectivement, d'émergence et de cinétique, hein, de dynamique, des idéologies, des cultures politiques. La gauche n'est pas limitée historiquement au milieu ouvrier. Hein. Les services publics en général ont souvent été de gauche. Les enseignants. Non, je pense qu'il y a, au-delà de ces facteurs structurels en matière de sociologie, qui sont, à mon sens, pas déterminants, parce que tout le monde peut s'approprier des idées de gauche. Enfin, l'idée selon laquelle tout individu a droit à un minimum de justice sociale et fiscale, vaguement un toit sur... vaguement aussi les possibilités de s'épanouir, d'éduquer ses enfants, de ne pas être trop aliénés par le travail et de ne pas être broyé par une structure. C'est une idée qui peut être assez universellement... et qui, de fait, est universellement reçue quand on voit les sondages qualitatifs qui se sont multipliés d'ailleurs après les sorties de confinement. Hein, je parle pour la France, qu'est-ce que veulent les Français, quelles sont leurs valeurs, leurs aspirations, leurs rêves, etc. Les résultats, c'est rarement je veux être un connard, je veux gagner du fric au prix d'incendies, de méga-feux partout, je veux mon yacht et écraser la gueule du voisin. Non, il y en a qui disent ça, bon, voilà, généralement, ils se retrouvent au gouvernement actuellement, mais généralement, en population générale, on parle plutôt de solidarité, d'entraide, de justice, d'accès à l'éducation, d'accès aux soins, d'accès aux services publics en général. C'est de ça qu'on parle. Et c'est pour ça que, face à ces aspirations qui n'ont rien de d'ébouriffant, si vous voulez, hein, d'aspirations minimales, de dignité, de décence commune, hein, pour citer George Orwell, vous avez un appareil médiatique très puissant, qui à longueur de temps va détourner en fait l'attention. Le problème, c'est pas la captation de l'essentiel des richesses par une ultra-minorité et la dévastation de sa pays. Non, le problème, c'est l'immigration. Aller faire tourner les hôpitaux sans immigrés. Donc, il s'agit effectivement par un amorphisme, si vous voulez, hein, de changer la perception de la réalité, pour vous montrer que le problème n'est pas l'évidence même, c'est-à-dire l'injustice sociale et fiscale absolument ahurissante et croissante, qui a explosé d'ailleurs depuis 7 ans, en raison des politiques favorables au capital menées par Macron, hein, depuis 2017. Le problème, c'est pas ça. Problèmes qui nourrissent évidemment, bien entendu, la catastrophe écologique, hein, parce qu'on sait que le niveau de vie des ultra-riches est une catastrophe, est une bombe climatique. Hein. Ça n'a pas empêché Macron de prendre son jet, comme ses amis Bernard Arnault et compagnie, pour faire des sauts de puce entre Brégançon et Paris, pour aller ensuite papouiller avec un forçage particulier les pauvres athlètes qui n'en demandaient pas tant. C'est médiatiquement que cette réalité-là est imposée. Alors, vous avez la machine de guerre CNews, qui est fascinante. Hein. De temps en temps, j'ai un peu regardé, c'est vraiment n'importe quoi. C'est comme Trump, en fait. Moi, j'ai un intérêt terratologique, en fait, ou zoologique pour ce genre de phénomène. Je regarde en me disant, mais c'est pas possible. Enfin, je suis au spectacle, en fait. Trump qui passe son temps à écouter absolument n'importe quoi, matin, midi et soir, et Pascal Praud. C'est les mêmes, hein, de toute façon, hein, c'est la même épistémée, c'est les mêmes présupposés, c'est les mêmes objectifs, en fait. Hein. Mais au-delà de ces news, hélas, comme ils ont eu un petit peu de succès, avec 2% d'audience, ben vous avez les autres là, qui se mettent à la suite, et qui se mettent à faire du CNews, et à dégénérer vraiment, intellectuellement et moralement, si vous voulez. Et il y a que ça, si vous voulez, qui peut permettre de faire tenir un monde
qui, par lui-même, ne tient pas, parce qu'il est dysfonctionnel. Il est complètement monté à l'envers, ce monde-là. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de l'anamorphose médiatique pour vous dire que c'est tout à fait normal. J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, excusez-moi, hein, sur l'extrême droite, et sur les liens entre extrême droite et capitale. L'extrême droite est là pour vous dire qu'il y a des injustices, c'est comme ça, et ça ne va pas changer. Les millionnaires, c'est formidable, il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y en ait de plus en plus, etc. Bon, une aberration économique et humaine, mais c'est pas grave. Donc ils disent ça, eux. Et ils s'adressent à des gens qui ont acté ça. La vie, c'est horrible, c'est un combat. La loi du plus fort. Oui, c'est la loi du plus fort, et Trump est un génie, Elon Musk est un génie, parce qu'ils sont là où ils sont. Bref, zéro analyse, évidemment, sociologique, historique, etc. Peu importe. Mais ce que l'extrême droite vous vend, et c'est pour ça que vous achetez, au fond, l'extrême droite, c'est que si votre situation à vous, pas géniale et elle va pas s'améliorer, par contre, on va vous offrir plus malheureux que vous. Parce que vous êtes défini comme quelqu'un de digne de voter pour eux, contrairement à l'arabe du coin qui, lui, va en prendre plein la gueule. Et c'est toujours... c'est ce que montrent très bien des sociologues admirables, hein, comme Félicien Faury, dans son livre Des électeurs ordinaires, ou comme Benoît Coquart, dans un livre aussi magnifique qui s'appelle Ceux qui restent. Ils montrent très bien que l'extrême droite vous offre la petite différence avec une minorité encore plus malheureuse que vous, une minorité négative, sur laquelle vont peser tous les stigmates sociaux et culturels, et désormais, grâce à un État d'extrême droite, des stigmates politiques, juridiques, judiciaires, policiers, etc. Vous aurez toujours plus cassos que vous. C'est ça la grande force. Les nazis ne faisaient pas autrement, si vous voulez. Michel Collomb, donc, que vous connaissez certainement, hein, qui est le fondateur du site Investigation en Belgique, a écrit récemment un livre sur la gauche et la guerre, qui effectivement constate que souvent des gouvernements de gauche, alors dits de gauche peut-être, vous me direz, tendent à déclencher des guerres ou à justifier des guerres préventives, humanitaires, démocratiques. Il y a par exemple l'exemple de Scholz actuellement en Allemagne et de Baerbock, bon, qui est verte pour le coup, ou même de Biden aux États-Unis, bon, qui est plutôt démocrate, qui par exemple justifie de continuer la guerre en Ukraine. Enfin, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous en pensez finalement de ces liens-là? Alors, j'ai pas lu déjà. Ensuite, Scholz et Baerbock, la guerre, je vois pas trop. Enfin. C'est l'exemple de l'Ukraine, par exemple, c'est de livrer des armes, finalement pour. Ils ont refusé de livrer les armements lourds, quand même. Hein. Les missiles allemands n'ont pas été livrés. Hein. Scholz a refusé. Donc Il y a eu des chars, disons, qui ont beaucoup fait parler, parce que c'était des chars notamment de la Deuxième Guerre mondiale. Ça rappelait en tout cas des souvenirs un peu... Oui, si vous voulez, le lien entre la gauche et la guerre, c'est un lien historique, c'est la Révolution française. Hein. La guerre comme vecteur d'émancipation. Apporter la liberté et le code civil partout en Europe, par la guerre, par l'émancipation nationale, par l'idée même de nation. Ça, c'était via la guerre, déjà? Oui, mais ça c'est vraiment le moment des années 1790. Quand, en 1792, la République française, la toute nouvelle République française, déclare la guerre au roi de Bohême, au roi de Bohême, oui, pour ne pas dire l'empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est une guerre qui est une guerre défensive pour protéger la République, mais également une guerre de missionnaires, si vous voulez, quasiment une croisade pour la liberté. Et c'est comme ça d'ailleurs que c'est perçu et reçu en Europe. Mais depuis lors, la guerre est plutôt passée à droite en fait. Hein. C'est comme la nation, c'est très intéressant. Au XIXe siècle, la nation qui est un concept de gauche, c'est la gauche qui a créé la nation. Hein. La nation, c'est la communauté souveraine qui se gouverne elle-même face au pouvoir illégitime d'un roi. Hein. C'est Valmy, le 21 septembre 1792, quand les Français chargent au cri de « Vive la nation » et non plus « Vive le roi ». Et ce concept-là passe à droite au long du XIXe siècle. On le voit très bien en France, on le voit très bien en Allemagne. Et la guerre passe à droite aussi. La gauche a tendance à
désormais être pacifiste, à défendre les solutions d'arbitrage, de médiation. C'est tout le mouvement très radical socialiste, d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, bien étudié par mon ami Jean-Michel Guilleux, le mouvement de la paix par le droit. Voilà, l'arbitrage international, les conférences internationales, etc. Avec Jean Jaurès aussi. Oui, évidemment, Jean Jaurès qui refuse, et qui est tué pour ça, hein, évidemment. C'est un martyr de la paix. Donc je ne vois pas très bien de quoi il s'agit, à vrai dire, puisque de fait, la gauche, enfin, ce que vous entendez, on parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, ce que vous entendez, LFI, parti de gauche, c'est un parti qui est systématiquement pour la paix. Un parti qui appelle au cessez-le-feu dans la minute. La guerre n'est jamais la solution. La guerre, c'est une horreur. La guerre, Clausewitz l'avait bien montré, hein, c'est un engrenage, une spirale de radicalisation cumulative qui dévaste tout. D'abord et avant tout, d'ailleurs, l'idée même qu'on se fait de l'homme, si vous voulez. Donc il ne faut pas faire ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à défendre cette idée-là. Bon, Michel, c'est intéressant parce que Michel Collomb est très, très de gauche, pour le coup, presque communiste. et je pense que dans son livre aussi, il pointe du doigt peut-être certains intellectuels de gauche par moments qui ont pu avoir des tendances un petit peu bellicistes. Ou typiquement, si on prend les démocrates aux États-Unis, qui ne sont pas du tout pour la paix. Oui, les républicains non plus, hein, parce que l'Irak, l'Afghanistan, enfin, c'est les pires désastres humanitaires des 30 dernières années, c'est les républicains. Mais vous parlez d'intellectuels, je pense qu'il pointe peut-être, encore une fois, je ne connais pas son texte, mais ces intellectuels des années 70 qui étaient en gros Mao ou gauche prolétarienne à l'époque. Michel Foucault, par exemple. Alors, lui, il n'a jamais été... il était plutôt libéral. Hein. Mais non, mais des gens comme, je sais pas moi, Glucksmann, par exemple, enfin le père, en l'occurrence, André Glucksmann, qui sont devenus ensuite ce qu'on appelle des néocons, hein, des néoconservateurs, et qui ont commencé maoïstes et qui ont terminé Bouchot-sarkozystes. Mais, encore une fois, André Glucksmann... dans les années 2000, il est très très à droite en fait. Hein. Il fait la campagne pour Sarkozy en 2007. Donc, ça dépend effectivement toujours de quelle gauche on parle finalement. Ah mais là c'est très clairement, il n'est pas de gauche en fait. Voilà. Il a été de gauche quand il était petit. Ensuite il a changé et il est devenu de droite dure. Et quand il se fait l'apologète de la guerre, il est très très à droite. Au fond, vous différenciez les thématiques, les idéologies de gauche et les gens qui se disent de gauche, mais qui en fait sont plutôt de droite. Ah mais je pense qu'à la fin de sa vie, André Glucksmann ne disait plus qu'il était de gauche. Hein. Quand vous faites la campagne de Sarkozy, c'est quand même difficile. Hein. C'est quand même difficile de dire non, je crois qu'il avait changé, ça arrive souvent dans ce sens-là, ça arrive parfois dans le sens inverse. Mais comment dire, les individus ne sont pas forcément des essences figées et pérennes, et évoluent, bon. Mais prendre l'exemple de la campagne réelle qu'avait menée un André Glucksmann, par exemple, ou un BHL, qui s'est dit de gauche un jour, mais qui est de droite, bon... tous les critères sont là, si vous voulez. Hein. Ces gens-là défendent la guerre, très bien, mais ils ne sont pas de gauche. Alors, Johan Chapoutot, nous arrivons gentiment au terme de cet entretien. Nous avons l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités. Donc voilà, si vous avez quelque chose à ajouter. Pour ma défense. Peut-être parler de ce que c'est que l'histoire, de ce que c'est que d'être historienne ou historien, parce que c'est un beau métier. Ça a été d'ordre pulsionnel pour moi, puisque je n'ai pas choisi, comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. De fait, au-delà des 5 sens que nous connaissons bien, avec d'autres, il me semble que j'ai un 6e sens qui est celui du temps. Bon, c'est comme ça. C'est pas toujours agréable d'ailleurs de se voir dans le temps et de se situer dans le temps. Mais c'est comme ça. C'est imposé. Je sais pas par quel
curieuse chimie cérébrale ça advient, par quelle configuration psychologique ça se déclenche, mais c'est comme ça. Mais vraiment, là pour le coup, c'est pas la reconstruction depuis tout petit. Hein. Discuter avec les personnes âgées, aller voir dans le grenier les vieux objets, être intéressé par ça, être intéressé par la finitude au fond. Hein. C'est l'histoire au fond à partie liée avec la philosophie, avec les métaphysiques, avec la religion, avec les religions qui s'occupent de ça, et être intéressé par ce qui reste, ou ce qui peut rester. Pas toujours grand-chose d'ailleurs. Ce qui reste chez une personne, puis ce qui reste d'une personne, quand cette personne n'est plus là. Cette présence, absence du passé. Parce que le passé n'est plus, mais il est là lorsqu'on voit un vieil objet, lorsqu'on discute avec une personne âgée, etc. Et donc ça a été spontané comme mouvement. Puis ensuite, ça a été intellectualisé par les études, et puis par le métier. Et je pense que je ne saurais rien faire d'autre, en fait, si je ne pouvais pas faire ce métier-là que me permet de faire l'État. Hein. Je défends l'État dans la diffusion du savoir, dans la promotion sociale. Je défends l'université, qui est une belle institution, qui est très menacée, bien sûr, hein, par le management, par les réformes structurelles, par les économies, par l'extrême droite aussi. Et ça permet d'exercer ce curieux métier qui est au-delà de ça, qui est une vocation pour aller vite, ou un art de vivre. Un art de vivre pour être plus conscient de la matérialité et de la tessiture du temps qui nous constitue depuis le début et jusqu'à la fin, dont on est conscient, dont on est très conscient et peut-être trop conscient lorsque on fait profession d'historienne ou d'historien, comme de philosophe sans doute, pour les bons philosophes, pour les bons historiens et les bonnes historiennes. Mais c'est un métier humain, et c'est une occupation, un emploi de son temps qui est, à mes yeux, le meilleur qui soit. Parce qu'encore une fois, ça permet d'être conscient de la tessiture du temps, et ça permet également de ne pas être dupe et d'être beaucoup plus libre. Jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à la fin. Yoann Chapoutot, merci beaucoup pour cet entretien.